Les bécasses me rappellent la guerre. J'habitais dans les faubourgs de Cormeilles au moment de l'arrivée des Prussiens. J'avais alors pour voisine une espèce de folle dont l'esprit s'était égaré sous les coups du malheur. Jadis, à l'âge de 25 ans, elle avait perdu en un seul mois son père, son mari et son enfant nouveau-né. Quand la mort est entrée dans une maison, elle y revient presque toujours immédiatement, comme si elle connaissait la porte. La pauvre jeune femme, foudroyée par le chagrin pris de lit, délira pendant 6 semaines. Puis, une sorte de lassitude calme, succédant à ces crises violentes, elle resta sans mouvement, mangeant à peine, remuant seulement les yeux. Chaque fois qu'on voulait la faire lever, elle criait comme si on l'eût tuée. On la laissa donc toujours coucher, ne la tirant de ses draps que pour les soins de sa toilette ou pour retourner ses matelas. Une vieille bonne restait près d'elle, la faisant boire de temps en temps ou mâcher quelques viandes froides. Que pouvait-il se passer dans cette âme désespérée? On ne le sut jamais, car elle ne parla plus. Songeait-elle aux morts? Rêvassait-elle tristement sans souvenir précis? Ou bien sa pensée anéantie restait-elle immobile, comme de l'eau sans courant? Pendant 15 années, elle resta ainsi, fermée, inerte. La guerre vint. Et pendant les premiers jours de décembre, les Prussiens pénétrèrent à Cormeilles. Je me rappelle cela comme d'hier, ils gelaient à fondre les pierres. De ma fenêtre, je les vis passer. Ils défilaient interminablement, tous pareils, avec ce mouvement de pantin qui leur est particulier. Les chefs distribuèrent leurs hommes aux habitants. J'en eus 17. Ma voisine, la folle, en avait 12, dont un commandant. Vrai soudard, violent pour eux. Pendant les premiers jours, tout se passa normalement. On avait dit à l'officier d'à côté que la dame était malade, il ne s'en inquiéta guère. Mais cette femme, qu'on ne voyait jamais, bientôt l'irrita. Il s'informa de la maladie. On lui répondit que son hôtesse était couchée depuis 15 ans, sous les coups d'un violent chagrin. Il n'en crut rien, sans doute, et s'imagina que la pauvre insensée gardait le lit par fierté, pour ne pas voir les Prussiens, pour ne leur point parler, pour ne les point frôler. Il exigea qu'on le reçût. On le fit entrer. Je vous prierai, madame, de bien vouloir vous lever et de descendre pour qu'on vous voie. Elle ne répondit pas. Je ne tolérerai pas l'insolence. Si vous ne voulez pas vous lever de bonne volonté, je trouverai bien le moyen de vous faire promener toute seule. Elle ne fit pas un geste, toujours immobile, comme si elle ne l'eût pas vu. Il rageait, prenant ce silence calme comme une marque de mépris suprême. Si vous n'êtes pas descendu demain. Le lendemain, la vieille bonne éperdue l'a voulu habiller, mais la folle se mit à hurler en se débattant.
Elle ne veut pas, monsieur, elle ne veut pas. Pardonnez-lui, elle est si malheureuse. L'officier restait embarrassé, n'osant malgré sa colère la faire tirer du lit par ses hommes. Mais soudain il se mit à rire et donna des ordres en allemand. Et l'on vit sortir un détachement soutenant un matelas comme on porte un blessé. Sur ce matelas qu'on n'avait point d'effet, la folle, toujours silencieuse, restait tranquille, indifférente aux événements tant qu'on la laissait coucher. Par derrière, un homme portait un paquet de vêtements féminins. Le cortège s'éloigna dans la direction de la forêt d'Ilmoville. 2 heures plus tard, les soldats revinrent. Seuls. Qu'avait-il fait de cette femme? Où l'avait-il portée? Je ne le suis jamais. La neige tombait maintenant jour et nuit, ensevelissant la plaine et la forêt dans un linceul de mousse glacée. Les loups venaient hurler jusqu'à notre porte. La pensée de cette femme perdue me hantait. Je fis plusieurs démarches auprès de l'autorité prussienne pour obtenir des renseignements. Je faillis être fusillé. Le printemps revint. L'armée d'occupation s'éloigna. La maison de ma voisine restait fermée. L'herbe drue poussait dans les allées. La vieille bonne était morte pendant l'hiver. Personne ne s'occupait plus de cette aventure. Moi seul y songeais sans cesse. Qu'avait-il fait de cette femme? S'était-elle enfuie à travers les bois? L'avait-on recueillie quelque part, gardée dans un hôpital, sans pouvoir obtenir aucun renseignement? Rien ne venait alléger mes doutes. Mais peu à peu, le temps apaisa le souci de mon cœur. Or, à l'automne suivant, les bécasses passèrent en masse. Je courus jusqu'à la forêt. J'avais déjà tué 4 ou 5 de ces oiseaux longs-becs quand j'en abattis un qui disparut dans un fossé plein de branches. Je fus obligé d'y descendre pour y ramasser ma bête. Je la trouvai tombée auprès d'une tête de mort. Brusquement, le souvenir de la folle m'arriva dans la poitrine comme un coup de poing. Bien d'autres avaient expiré en ce bois peut-être en cette année sinistre, mais j'étais sûr que je rencontrais là la tête de cette misérable maniaque. Et soudain, je compris. Je devinais tout. Il l'avait abandonnée sur son matelas dans la forêt froide et déserte. Fidèle à son idée fixe, elle s'était laissée mourir sous l'épais duvet des neiges, sans bouger le bras ou la jambe. Puis les loups l'avaient dévorée. Et les oiseaux avaient fait leur nid avec la laine de son lit déchiré. J'ai gardé ce triste ossement. Et je fais des vœux pour que nos fils ne voient plus jamais de guerre.